Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence des sociétés historiques de Québec, de Montréal et des éditions du Septentrion. Alors ce soir, le titre de la conférence est un peu plus long que d'habitude puisque c'est « Duplessis est encore en vie et ses stratégies de marketing électoral aussi ». Derrière ce long titre se cachent deux invités. Un premier invité que nous allons interroger ici à Montréal et un second à Québec avec Alex Tremblay-Lamarche. Alors nous débutons ici à Montréal avec Pierre Berthelot, qui est un historien qui vient de sortir un livre sur la question et que nous sommes ravis de recevoir ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc son livre s'appelle « Duplessis est encore en vie ». Donc nous allons en parler abondamment pendant cette première partie. Donc tout d'abord, nous nous tournons vers Pierre pour savoir comment il a commencé à travailler sur le sujet Duplessis. Par miracle, je dirais. Tout ça, en fait, ça remonte à 2012, ça remonte au printemps érable. Et j'étais étudiant à la maîtrise à cette époque-là. Et donc, il fallait que je me trouve un sujet de recherche, comme tout bon étudiant à la maîtrise. Bien sûr. Et à la même époque, j'écrivais des critiques musicales pour pieuvre.ca. Et pendant que je faisais ça, je cherchais un sujet. Puis j'ai toujours été fasciné, en fait, par l'attachement des Québécois pour, on pourrait dire, les héros tragiques ou les perdants magnifiques. Donc, des personnages très courageux, très ambitieux, rusés, forts, mais qui ultimement sont trahis par le destin, par leurs proches, etc. Et donc, j'avais pensé faire quelque chose sur ça. Louis Riel, par exemple, ça aurait pu être un beau sujet. Ou René Lévesque. Maurice Richard, peut-être. Et donc, je me suis dit, j'arrivais pas à trouver un sujet. Puis, c'est pendant un concert, j'étais avec une de mes amies, puis elle me sort comme ça, pourquoi pas Duplessis? Donc là, sur le coup, j'ai fait, Duplessis, c'est pas vraiment un héros tragique, c'est plutôt, c'est un peu comme Hitler au Québec, on le traite un peu comme ça. Et puis, ça a ouvert une boîte de Pandore qui s'est jamais refermée depuis, en fait, et je suis tombé là-dedans, corps et âme. Donc Pierre, vous venez de publier donc un livre aux éditions du Septentrion, je le montre ici à la caméra, qui s'appelle « Duplessis est encore en vie ». Alors c'est un titre un peu étrange, comment vous l'avez choisi finalement? Oui, en fait, j'ai suggéré ce titre-là à mon éditeur, puis il a accepté, j'étais bien content. Mais en fait, c'est une référence à un vieux film de Denis Arcand du début des années 70. Québec, Duplessis et après. Si vous faites onf.ca sur Internet, vous allez sur le site de l'ONF, vous pouvez écouter le film Québec, Duplessis et après. Et donc, on voyait dans ce film-là, dans la séquence d'ouverture, c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui parle de l'élection québécoise de 1970, puis qui trace des parallèles avec l'époque de Duplessis. Donc, on montre des extraits de discours, on montre des extraits du programme électoral. Et donc, au début de ce film-là, on voit le ministre de la Justice de l'époque, Rémi Paul, de triste mémoire quand même, qui donc se préparait à aller donner un discours sur une estrade dans une école polyvalente dans sa circonscription. Et donc, au moment de monter sur l'estrade, il y a des hommes qui sont à côté de lui, sans doute le maire du village puis ses conseillers, et Rémi Paul sort de sa poche une liasse de billets de banque et il les distribue aux gens à côté de lui. On n'était pas en 1936, on était en 1970. Et là, après, ça coupait au noir et ça écrivait « Duplessis est encore en vie ». Effectivement, c'est une belle anecdote qui introduit bien le livre. Alors, donc aujourd'hui, si on va interroger un Québécois dans la rue et qu'on lui demande quelle est son image de Duplessis, on va avoir des réponses assez négatives, on s'en doute. Vous avez tout à l'heure évoqué Hitler, d'autres vont évoquer Franco. Enfin, globalement, on va parler de dictateur. Donc on se demande comment on a pu en arriver là, comment on a pu passer d'un homme politique qui a été adulé, qui a remporté des élections, à aujourd'hui cette image détestable. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, ils vont sûrement vous parler des orphelins de Duplessis aussi, les gens dans la rue. Ils vont sûrement vous parler du fait qu'ils donnaient des réfrigérateurs ou des laveuses dans les élections, hein, ou des caisses de bière, ou construire des ponts à des endroits où il n'y avait pas de rivière, etc. Donc, oui, c'est certain que on aime détester Duplessis comme tout bon méchant dans une histoire. Ça nous fait du bien, on se sent bien à propos de nous quand on le déteste. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette image-là de Duplessis qu'on a aujourd'hui, c'est une construction des anciens adversaires de Duplessis des années 60, donc qui étaient dans l'opposition à l'époque où Duplessis était au pouvoir et qui, une fois élus après 1960, vont prendre les leviers de commande de la société et vont réécrire l'histoire à leur avantage, comme ça arrive toujours au Québec, hein, partout à travers le monde même, on pourrait dire. Donc, il faut revenir à la base pour voir d'où vient cette image-là et comment, en effet, Duplessis, qui était adulé de son vivant, le mot est très bien choisi, est devenu, c'est ça, l'incarnation, en fait, de tout ce qu'on rejette de nous, les Québécois, aujourd'hui, au sens large. Hein. C'est toute l'idée de ce qu'on n'est pas. Duplessis, c'est ça. Donc, Duplessis, à la base, bon, je rappelais un peu qui c'est. Il y a peut-être des gens qui sont un peu moins familiers. Duplessis, il est né en 1890 à Trois-Rivières, la même année que le général de Gaulle, soit dit en passant. Donc, ça permet de les situer dans le temps. Son père est donc député au Parlement de Québec. C'est un député conservateur. On est à une époque, donc, où il y a beaucoup de libéraux. C'est les libéraux qui dominent, les libéraux d'Honoré Mercier, hein, qui sont là à Québec. Et donc, Duplessis grandit dans ce milieu-là. C'est un milieu très aisé, très bourgeois. Il fait ses études classiques, il devient avocat, il fait des discours dans les campagnes électorales. Et donc, il apprend son métier sur le terrain. C'est quelqu'un qui correspond tout à fait à l'élite de son temps, de par son tempérament, de par ses valeurs. Pour deux traits, je dirais, c'est quelqu'un qui veut se montrer près des travailleurs, près des électeurs, près des fermiers. Et aussi, c'est un bon catholique. Donc, il grandit dans ce milieu-là. Il évolue dans ce milieu-là. Arrive la Grande Dépression. La Grande Dépression remet beaucoup de choses en question. C'est la contestation dans les rues. Il y a beaucoup de groupes de militants, des jeunes, des communistes, des travailleurs, etc., qui contestent les gouvernements qui sont en place, partout au Québec, au Canada. Donc, on parle de réformer la société, on parle de réformer le capitalisme. Et donc, Duplessis, lui, va se présenter comme un réformateur. Hein, donc, ce n'est pas du tout le dictateur qu'on a en tête. Au contraire, c'est quelqu'un qui a un programme qui veut amener des réformes. Ce n'est pas la Révolution tranquille. Attention, là, on ne parle pas de créer un État-providence. Ce n'est pas du tout ça. C'est une autre sorte de réforme. Et donc, Duplessis va chercher à s'allier avec des gens qui sont réformateurs eux aussi. On veut mettre fin aux caisses électorales occultes, par exemple. On veut réformer la police, pour ne nommer que ces deux-là. On veut amener l'électricité dans les campagnes. Il y a très peu d'électricité hors des grands centres au Québec à cette époque. Et donc, Duplessis s'allie avec l'Action libérale nationale de Paul Gouin, qui sont donc des libéraux qui voulaient faire un peu la même chose. Et ensemble, ils vont former une opposition forte contre le gouvernement libéral de Taschereau. Donc, Duplessis va continuer à surfer sur cette image-là dans une époque qui s'apparente quand même, pour prendre une image plus proche de nous, à ce qu'on a pu voir à la fin des années Duplessis, ironiquement, en 1958, 59, 60. Il va prendre le pouvoir, il va renier une très grande partie des réformes qu'il avait promises, notamment nationaliser l'hydroélectricité. Vous imaginez, hein, on aurait pu avoir Hydro-Québec dès 1936. N'eût été de Duplessis. Donc, Duplessis va aliéner la plus grande partie des réformistes de son équipe, si bien qu'à l'élection suivante, on va déjà même commencer à le comparer à Staline à cette époque-là, puis à Hitler. Donc, on ne va pas attendre qu'il soit mort pour faire les comparaisons. On va déjà le comparer à ses amis. Façon de parler. Donc,
Duplessis va se retrouver aux élections de 1939. Il va être tout seul de l'ancienne équipe du Tonnerre de 1936. Il va être obligé de se battre tout seul contre les libéraux d'Adélard Godbout, qui, eux, vont avoir l'aide des libéraux fédéraux. Et donc, Duplessis va perdre. Quand il va revenir en 1944, Duplessis va toujours associer son nom à toutes les formes de progrès matériel, je dirais. Donc, à chaque fois qu'il y avait un pont, un hôpital, une école, c'est l'Union nationale qui vous a donné ça, c'est pas n'importe qui. Et il va toujours s'arranger pour avoir des figures locales importantes à ses côtés. Donc, Duplessis, en fait, dans une large mesure, perfectionne un système qui était là avant lui. Mais c'est aussi un nationaliste canadien sincère. Donc, canadien-français. Donc, l'idée que le Canada, c'est une nation fondée sur deux peuples, les Français et les Anglais. Et que donc, les deux peuples doivent être égaux et doivent avoir des droits égaux. Donc, Duplessis va toujours se battre pour cette conception-là du Canada. Malheureusement, dans le reste du Canada, il n'y aura pas vraiment de gens qui vont partager cet avis-là, en particulier à Ottawa. Donc, les réformes majeures, même si Duplessis est un nationaliste, les réformes majeures qu'il va vouloir amener, il ne pourra pas les amener. Radio-Québec, la loterie du Québec, une cour constitutionnelle aussi qui aujourd'hui, on a la Cour suprême qui joue ce rôle-là. Et donc, les grandes réformes que Duplessis va vouloir amener, même au niveau nationaliste, il ne pourra pas les amener. Ça va frustrer énormément de gens. Il y a énormément de déséquilibre à cause de ça. Duplessis n'intervient pas en santé non plus. Il laisse l'Église catholique. Il va refuser chaque année d'implanter un système de santé publique. Il ne veut pas toucher au système scolaire non plus, malgré qu'il construit beaucoup d'écoles puis qu'il y a beaucoup de centres de formation technique. Donc, d'un point de vue matériel, puis donc développement technique, il y a des trucs très positifs qui sont faits. Mais du côté de la recherche, du côté de l'État-providence, Duplessis ne voulait pas avoir le fardeau de payer pour un État-providence. Et donc, ce qui va faire qu'il y a beaucoup de déséquilibres qui vont être maintenus à travers le temps et ce qui va monter une grande partie de la population contre lui. J'ajouterai en terminant qu'il y a une réforme qui va bien passer, l'impôt provincial, qui va servir, ça va être absolument essentiel pour le Québec comme source de revenus pendant la Révolution tranquille pour payer ses grands projets. Mais ça va ouvrir une espèce de monde de possibilités pour le Québec pour revendiquer davantage. Et Duplessis va être assez vieux et malade. Il ne voudra pas franchir le Rubicon. Ça va être à ses successeurs de faire ça. Ok, c'est très clair. Alors, dans votre livre, il y a beaucoup de passages où finalement vous montrez que la vision manichéenne à propos de Duplessis n'est pas possible, qu'on ne peut pas tout jeter à la poubelle, que tout n'est pas aussi noir finalement, qu'il faut être plus subtil. Et justement, par rapport vous l'évoquiez, à la Révolution tranquille, est-ce que vous pensez que finalement la Révolution tranquille est née sur le terreau de Duplessis quelque part, ou est-ce que c'est vraiment une idée absurde? Oui, la Révolution tranquille, il faut comprendre qu'elle aussi, on en a fait autre chose que ce que c'était, comme Duplessis. Et donc, il faut se méfier pour faire ces comparaisons-là, d'opposer les deux, je dirais. Je dirais que tout ce qui est intervention de l'État dans le domaine social, donc comme la santé, l'éducation, créer des programmes, se distancer de la religion catholique et aussi créer une barrière entre les fonctionnaires et le parti au pouvoir, ça, ce n'était pas dans la conception de l'Union nationale de Duplessis. Donc, il va falloir attendre que ça se produise après. Je dirais qu'à ce titre-là, ce n'était pas tellement différent de ce qu'on a pu voir en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans les prairies, en France, aux États-Unis. C'était une pratique courante, mais à un moment donné, il fallait réformer ça. La Révolution tranquille, donc, je dirais qu'à un niveau matériel, ça a certainement commencé sous Duplessis. On a juste à regarder les kilomètres de route, c'est effroyable, les kilomètres de route, les écoles, les hôpitaux, tout ça. Mais il manquait vraiment de formation et on avait aussi un système qui, maintenant en place,
des déséquilibres. Duplessis, par exemple, il concentrait beaucoup ses choix économiques sur les ressources naturelles. C'était les compagnies américaines qui les développaient. Il n'y avait pas de compagnie québécoise. Donc, même si on aurait voulu, ça aurait été difficile de trouver des gens au Québec qui auraient pu développer ça. Mais le problème, c'est que les choix économiques principaux, parce que Duplessis voulait ménager ses relations avec ces entreprises-là, bien, ces choix-là, ils étaient entre les mains de qui? De gens à Toronto, à New York, à Londres. Donc, les Québécois ne pouvaient pas prendre de décisions majeures dans ce qui les affectait le plus. On va parler maintenant d'un aspect de votre livre qui est particulièrement frappant, c'est que vous accordez beaucoup de place aux biographies de Duplessis, de deux auteurs, Robert Rumilly et Conrad Black, donc deux personnages aussi à côté de Duplessis qui sont remarquables. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux auteurs, nous en dire un peu plus sur ces deux hommes aussi fascinants finalement, et en quoi leur travail a tellement influencé finalement l'image de Duplessis? Oui, effectivement, Conrad Black et Robert Rumilly sont deux personnages, je dirais presque aussi controversés que Duplessis. Particulièrement Conrad Black, dans les dernières années, il y en a peut-être qui ont suivi les journaux depuis les années 2000. Conrad Black, c'était donc le grand magnat de la presse qui s'est fait inculper pour une fraude de, je crois, 6 millions de dollars contre ses associés de son empire de presse. Et il a fait de la prison. Donc, en fait, on voit à quel genre d'homme on a affaire un peu. Mais pour revenir, donc, pourquoi ces deux-là sont si importants? C'est que Robert Rumilly et Conrad Black ont été les deux seuls historiens à avoir un accès complet aux archives de Duplessis. On dit souvent, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Moi, je dis, c'est les gens qui ont les archives qui écrivent l'histoire, finalement. C'est eux qui ont le plus proche de la vérité. C'est sûr. Dans le cas de Robert Rumilly, il y en a certains amateurs de l'histoire qui le connaissent bien. Je rappelais simplement, Robert Rumilly, c'est un fils d'officier militaire qui a grandi en Martinique, qui était dans un milieu très aisé. Il va devenir un militant monarchiste après la Première Guerre mondiale. Il va revenir avec des séquelles de la guerre. Et donc, il va être dans les Camelots du roi. On sait, les Camelots du roi, c'était des militants donc, qui violemment allaient se battre contre des militants socialistes ou communistes dans les rues à Paris. Dans les années 20, il va y avoir une série d'assassinats contre des gens de l'Action française. Le pape va même condamner le mouvement et le chef. Il va placer ses écrits à l'index. Et donc, Rumilly va être obligé de s'exiler. Et il y a un ami qui va lui dire « Va donc au Québec. Tu vas être à ta place. » Et c'est ce que Rumilly va faire. Il va projeter tous ses désirs sur le Québec. Et en effet, dans le Québec de l'époque, des admirateurs de Georges Bernanos, de Maurice Barrès, de Charles Maurras aussi. Quand même des gens qui levaient pas le nez sur Salazar, sur Mussolini, sur des gens comme ça. Comme on en trouvait ailleurs dans le monde, ce n'était pas unique au Québec, mais disons qu'il y en avait. Et donc, Robert Rumilly, il va dire, moi, ça m'a pas pris 5 minutes, ou ça m'a pas pris 5 secondes de m'adapter au Québec. C'est ça qu'il va dire. Et donc, il va tomber en amour avec le Québec à son mérite. Et il va avoir une œuvre, alors là, c'est un Himalaya de papier, l'œuvre de Rumilly. Et il va tomber très vite dans un type d'écrit qui réunit en fait le parcours individuel avec le parcours collectif, la biographie. Donc, c'est le genre parfait pour ça. Et ce qu'il va faire, Rumilly, c'est qu'il va en fait poser des questions au passé en ayant déjà les réponses. Donc, il va se servir des archives pour prouver un peu son point de vue, sa vision du monde, qui est une vision où, en fait, c'est l'élite. Si l'élite est là, c'est parce qu'il y a un ordre naturel dans le monde, c'est une bonne chose, il y a une sorte d'hygiène naturelle qui se crée. Et donc, Rumilly va toujours écrire des biographies qui sont dans cette optique-là. Et comme c'est un monarchiste, plus la personnalité est forte, plus il va être attiré. Donc là, avec Duplessis, c'était le coup de foudre. Il va devenir collaborateur de Duplessis. Ce ne sera pas son confident, mais ça va être un allié précieux
Ils vont constamment s'appeler au téléphone. Ils vont même se souhaiter joyeux anniversaire. Hein. Il y a des lettres qui restent encore, pas beaucoup. Mais donc, il va y avoir une collaboration très riche. Ce qui va faire que dans les années 60, Rumilly, ça va être la meilleure personne pour écrire une biographie sur Duplessis. Évidemment, ça n'enlèvera pas son billet partisan. Mais en fait, comme on le voit, puis je l'explique dans le livre, la biographie de Rumilly, c'est pas vraiment une biographie, c'est une chronique d'un régime. En effet, ouais. Et donc, c'est ça. Et puis, Rumilly, qui a eu accès à toutes les archives, il les exploite. Écoutez, c'est 1400 pages. OK. Sa biographie, c'est un fleuve. C'est vraiment dur de rester à lire ça jusqu'au bout. Donc, c'est une liste de ponts, de routes, d'écoles qui sont construites. Des merci, Monsieur Duplessis, vous m'avez donné ça. Donc, on ne relève pas vraiment les problèmes du régime, on ne relève pas vraiment les abus. S'il y a de quoi, pendant la grève d'asbestos, les vraies victimes, c'était la police qui était obligée d'affronter les grévistes. On voit le genre. OK. Mais c'est un travail d'une incroyable minutie, donc il y a quand même des très grandes qualités. Mais l'affaire, c'est que Rumilly, en s'appropriant ces archives-là, sa biographie, c'est devenu la source primaire pour tout ce qui s'est fait après, y compris Conrad Black. Alors justement, Conrad Black, Oui. Qu'est-ce que lui a réussi à écrire sur Duplessis après ça? Oui, il a réussi. Bon, Conrad Black, juste pour le situer, c'est le fils d'une famille très riche, très cossue. Il est né à Montréal, mais il a grandi en banlieue de Toronto. Alors là, une demeure absolument somptueuse. Il va fréquenter une école très prestigieuse en Ontario, le Upper Canada College. Et il va se faire renvoyer de l'école parce qu'il va avoir volé des examens. Il va les avoir revendus aux autres étudiants. On voit qu'il se pratiquait pour l'avenir. Et ensuite, avec son dossier bigarré, puis ses mauvais coups, tout ça, ça va être difficile pour lui de rentrer aux universités de son choix. Il va échouer sa première année en droit à Osgoode Hall, qui est la grande école d'avocats en Ontario. Et il va se retrouver en journalisme et après en histoire. C'est vraiment un mordu, un maniaque d'histoire, Conrad Black, qui est très érudit, mais qui va être lui aussi très attiré par les figures, les chefs forts. Là. Il va admirer le général de Gaulle, il va admirer Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, on voyait dans les journaux dans les années 70, on le prenait en photo dans les poses de Napoléon, là, avec la main comme ça, ici. Et donc, il va être attiré à l'idée de faire l'histoire, pas seulement la commenter. D'accord. Et donc, c'est au milieu des années 60, avec son diplôme sur son bac en histoire, si on veut, qu'il va déménager au Québec, puis qu'il va se mettre, il va se lancer dans le journalisme. Il va prendre le contrôle de 2 petits journaux régionaux dans les cantons de l'Est, et il va se mettre à s'impliquer au niveau local dans l'Union nationale. Et de fil en aiguille, en travaillant pour donc Jean-Jacques Bertrand, qui était le député de sa circonscription, il va faire connaissance avec Daniel Johnson, qui était le chef de l'Union nationale à cette époque-là. Puis, il va lui poser toutes sortes de questions parce que, bon, il partageait le point de vue de beaucoup de gens de l'extérieur du Québec, à savoir que Duplessis, c'était la version locale d'Hitler au Québec. Donc, Daniel Johnson va lui faire comprendre non, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, plus il va parler de Duplessis, plus Conrad Black va tomber en amour avec Duplessis lui aussi. Il va aller à un colloque en histoire à la fin au début des années 70 à Trois-Rivières. Et qui est-ce qu'il va rencontrer? Robert Rumilly. Donc là, ça va être à peu près le seul autre dans la salle qui va applaudir quand Robert Rumilly va défendre Duplessis. Et donc, ils vont devenir des collaborateurs. Robert Rumilly écrivait sa biographie à cette époque-là. La biographie de Duplessis est sortie en 1973, donc à l'époque où le Watergate, ça commençait à bouillir aux États-Unis. Conrad Black va être de mèche donc avec Rumilly. Mais en arrière de ça, en arrière de cette biographie-là, et Conrad Black qui va se mettre à écrire sa propre biographie lui aussi, il y avait un effort de relance de l'Union nationale derrière tout ça. Donc le but, dans l'écriture de ces biographies-là, c'était un peu de remettre Duplessis au goût du jour contre la Révolution tranquille, puis les grèves, les mouvements hippies, les mouvements de la contre-culture, tout ça. Donc, c'est un appel à un retour à l'ordre, beaucoup. Comme
tous les grands hommes, Duplessis s'est fait récupérer par des gens, mais pour d'autres buts, peut-être que des buts qui auraient été les siens. Et une dernière question sur Conrad Black. N'est-ce pas le personnage qui aurait été gracié récemment alors? Oui, oui, vous avez une bonne mémoire. Récemment, dans les journaux, en 2019, en fait, comme je disais, Conrad Black a été inculpé pour fraude de ses associés de son empire de presse. Aux États-Unis, donc. Aux États-Unis, donc, parce que oui, il va même renoncer à sa citoyenneté canadienne un temps pour avoir un titre de noblesse en Angleterre. Il faut le faire. En effet. Il faut le faire. Et donc, il va se retrouver en prison aux États-Unis. Il va être libéré en 2012, si ma mémoire est bonne. Et son ami qui va lui donner la grâce présidentielle, c'est Donald Trump, qui, incidemment, avait eu une biographie écrite par Conrad Black aussi un an auparavant. Une belle référence. Donc, on va bien maintenant se diriger vers la dernière question qui nous brûle les lèvres, puisque cet été, on vous a vu dans une conférence au Rendez-vous d'Histoire de Québec, vous parliez de la CAQ. Alors, y a-t-il un parallèle entre cette conférence et le sujet du jour? Ah ben oui, c'est très tentant de faire des parallèles avec la CAQ. J'ai entendu des parallèles entre François Legault puis Daniel Johnson, qui m'ont pas vraiment convaincu. J'en ai entendu entre François Legault et Duplessis qui m'ont encore moins convaincu. Moi, je laisse aux gens qui nous écoutent tirer leur propre parallèle. Moi, ce que j'explique, en fait, dans la conclusion de mon livre, c'est où peuvent se faire ces liens-là, justement. Et en particulier, au niveau du rôle de l'État dans la vie des citoyens. On se rappelle que Duplessis avait voté la loi du cadenas, qui permettait à la police à Maurice de mettre des cadenas dans les portes à tous les endroits où il y avait des méchants communistes qui préparaient la révolution. Mais la loi ne définissait pas ce qu'elle entendait par communisme. Donc, n'importe qui ne votait pas Union nationale, à la limite. Mais non, je fais des blagues quand même, là. Donc, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Moi, j'ai entendu des gens dire que François Legault, avec son couvre-feu, par exemple, ou avec toutes les mesures sanitaires, c'était une dictature, il fallait ouvrir l'économie. Où sont ces gens-là maintenant? On ne les entend pas beaucoup. Donc, c'est des liens qui servent surtout à diaboliser François Legault. François Legault mérite certainement d'être critiqué, malgré que le dernier sondage en décembre donnait 64 de taux d'approbation à égalité avec le premier ministre de la Colombie-Britannique. Bon, ça ne veut pas dire que c'est parfait. L'opposition a un rôle à jouer. On est en démocratie. Mais il y a quand même, disons, une certaine ressemblance superficielle entre la coalition Avenir Québec puis l'Union nationale, parce que, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est des partis de coalition nationalistes, assez conservateur, on peut dire. Ouais. Donc, c'est ça, la ressemblance est vraiment là. Je dirais que François Legault puis Duplessis, François Legault, à une certaine époque, là, quand il était dans l'opposition, lui voulait beaucoup stimuler l'économie du Québec par les richesses naturelles. Le plan Nord, pour lui, c'était super. Donc, Duplessis avec son fameux fer à une scène la tonne aussi. Donc, mais la grande ressemblance, pour terminer, je dirais, et qui fait que Duplessis n'est peut-être pas si loin de nous, c'est sur la question nationale. Est-ce qu'on va régler un jour la question de l'avenir du Québec? Est-ce que le Québec va définitivement rester dans le Canada? Et si oui, ça veut dire qu'on va réformer la fédération pour l'accueillir? Ou est-ce que le Québec va finalement se décider à devenir un pays? Et donc, c'est ça la question que tout le monde doit se poser. Pas seulement les gens de la coalition Avenir Québec. Et tant que ça ne sera pas réglé, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Duplessis est aujourd'hui et pour toujours encore en vie. Eh bien, c'est justement le titre de votre livre que je montre ici. Merci Pierre. On peut vous écouter, vous enseignez souvent à l'université de Sherbrooke, je crois. L'UTA de l'université voilà, de Sherbrooke, oui. C'est ça. Et puis on peut retrouver votre livre et tout de suite on va bien basculer à Québec par la magie de la technologie, n'est-ce pas? Puisqu'on va retrouver le fameux Alex Tremblay-Lamarche. À bientôt. Merci.
Bienvenue à cette deuxième demi-heure de la conférence sur Duplessis est encore en vie et ses stratégies de marketing électoral aussi. Après avoir vu comment l'image de Duplessis s'est transformée tout au long de la deuxième moitié du 20e siècle avec Pierre Berthelot, on va maintenant aborder les stratégies électorales de Duplessis avec Alain Lavigne. Bonjour, Monsieur Lavigne. Bonjour. Donc, Alain Lavigne, je vous le présente brièvement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alain Lavigne est professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. Il est spécialiste en histoire de communication politique, en histoire du marketing électoral, en histoire des communications et en sciences politiques. Il a un parcours multidisciplinaire particulièrement intéressant. Et on lui doit plusieurs livres sur l'histoire du marketing politique, notamment celui-ci, dont il sera question aujourd'hui. Duplessis, pièce manquante d'une légende, l'invention du marketing politique. À titre d'information, on lui doit également des livres sur le marketing politique de Jean Lesage, le chef télégénique, également sur le marketing politique de Robert Bourassa et de René Lévesque, marketing de passion contre un marketing de raison, titre particulièrement intéressant qui nous permet justement de voir comment le marketing politique évolue dans les années 1970. Mais aujourd'hui, on va remonter jusque dans les années 40, 50 pour voir comment Duplessis utilisait justement ces stratégies de communication politique. Et la première question qu'on aime bien poser à nos invités, M. Lavigne, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser aux stratégies électorales de Duplessis? C'est un peu par hasard. Hein? C'était pas dans un programme de recherche universitaire de travailler sur Duplessis et sa communication. C'est un peu par les objets, d'une certaine manière, parce qu'à l'époque, je donnais le cours démarche et moyens de relations publiques. Donc, je donne le cours comment construire de beaux moyens de communication, des affiches, des dépliants, tout ça. Puis j'ai été interpellé véritablement en collectionnant certains documents de l'époque par les documents de l'époque de l'Union nationale, en m'apercevant que finalement, ils étaient très professionnels. Ils répondaient à des règles très contemporaines de communication. Là, je me suis dit, là, ça m'a un peu interpellé en disant... en fait, on associe cette période-là à une espèce de grande noirceur. Je m'attendais à ce que ça soit la grande noirceur au plan communicationnel et j'avais tout à fait l'inverse. Donc, vous voyez, la curiosité derrière de voir, il y a peut-être une machine de com plus professionnelle qu'on pense, puis on ne l'a peut-être pas étudiée, puis ça vaut peut-être la peine de gratter là-dessus. Donc, c'est un peu le début. Ouais, effectivement. Et vous voyez le milieu du 20e siècle comme vraiment un point tournant en termes de marketing électoral ou en termes de communication politique, parce que marketing électoral est peut-être un peu anachronique pour parler du 19e ou de la première moitié du 20e. Mais justement, à quoi ressemble le marketing électoral ou la communication politique jusqu'à l'avènement de Duplessis? En fait, les auteurs qui ont travaillé sur la communication électorale situent la période pré-moderne de la communication électorale et la période moderne, puis la transition, c'est carrément la fin de la guerre, là, où il se passe quand même au niveau social plein de choses. Là. Il y a de l'argent disponible, donc les médias changent. Les médias, beaucoup associés des partis politiques, deviennent un peu plus indépendants, au moins plus dépendants. Effectivement, plus dépendants de la pub. Il y a le modèle d'affaires qui se transforme, et il faut voir aussi qu'il y a les électeurs qui changent. On est dans une période où, après la guerre, il faut les séduire, les électeurs après la guerre. Avant, on est plus dans une période où les familles, les allégeances politiques, on était dans une famille et tout le monde votait à peu près pour la même couleur. Et d'aller changer une allégeance, c'était plus difficile, alors que, il y a une libéralisation. La société de consommation, elle change les gens. Ça va un peu devenir la société de consommation politique, entre guillemets. On va séduire, puis on va réussir à aller chercher des électeurs. Donc, on voit cette transformation également. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Et les partis politiques changent également, deviennent des partis plus organisés, ne font plus des campagnes électorales uniquement ponctuelles. Les anciennes campagnes, finalement, on lance la campagne et ce sont des organisations éphémères qui ne durent que le temps d'une campagne et qui démarrent quelques semaines avant. Avec l'après-guerre, on aura une plus grande professionnalisation. On pensera peut-être l'élection sur une base d'une année avec des ressources professionnelles et beaucoup d'argent.
également. Je pense que on voit. Et beaucoup de pubs. Donc, on ira dans les médias de masse également, les grands journaux, la radio, qui va être un média qu'on va exploiter davantage. Et donc, à partir de cette époque-là, on emprunte vraiment au monde commercial toute une série de stratégies pour être capable de vendre un parti politique comme on vendrait du savon ou comme on vendrait une automobile. Oui, on pense que ça s'est fait d'une élection à une élection X. Là, d'ailleurs, il y a toute l'histoire. On dit souvent que la première élection en mode marketing, c'est celle d'Eisenhower aux États-Unis en 1952. Et on l'associe beaucoup, on la nomme comme ça parce que c'est l'arrivée de la télé. Donc, on va produire des clips publicitaires pour la télé. Mais tout ça avait commencé un peu graduellement dans les années 30 aux États-Unis. Il y a des premières manifestations sur la côte ouest américaine, en Californie, où il y a même un cabinet de publicité qui va offrir aux régions, aux mairies, des élections clés en main, campagne de pub. Là. Mais ce n'est pas à l'échelle nationale américaine. Il y a des expériences. Donc, ça se fait graduellement. On plaque un peu le modèle commercial et on pense l'électorat comme un marché politique, d'une certaine façon. Donc, qui, en segmentant des électeurs selon leurs caractéristiques, selon leur lieu, leur statut. Et on va leur présenter un produit porté par une personnalité. Donc, on voit le produit... C'est très contemporain. C'est tout à fait contemporain. Et dans ce qu'on a décrit de manière plus large tout à l'heure, tous les changements et cette volonté-là d'être dans une société de consommation, mais pourquoi pas voir également, si ça marche pour les affaires et qu'on a en après-guerre, beaucoup de budget. Il faut voir que dans le domaine économique aussi, la pub, vraiment, c'est une explosion là, des placards publicitaires dans les grands médias, là, la publicité de masse. Et la télé va succéder à la radio. Les médias écrits se transforment. Donc, ça passe vraiment du côté de la politique sur une vingtaine d'années. Là. Puis on le voit un peu plus, on le voit partout sur la planète. Là. Je pense qu'en Europe, d'ailleurs, on dit souvent que c'est le début des années 60 là, que ce modèle-là arrive autour des élections de 1960 à la présidentielle. Aux États-Unis, 1952. Et paradoxalement, pour moi, au Québec, 1948. On est déjà avant, mais plus avec des moyens traditionnels je dirais les moyens écrits, là, parce qu'on n'a pas la télé, mais parce qu'on a un entrepreneur politique qui vient du monde des affaires. Je l'appelle l'entrepreneur. C'est l'organisateur en chef de l'Union nationale, Joe D. Bégin, qui, lui, vient du monde commercial, a appris à vendre des voitures. Donc, il a intégré le modèle de la mise en marché des biens de consommation des voitures. Et il y a un moment important, là, c'est vraiment quand Duplessis perd le pouvoir à l'élection de 1939. Donc, Duplessis fait un premier mandat. En 1939, il faut voir qu'il reste juste 15 députés de l'Union nationale. Il en mange une bonne en 1939. Et là, Duplessis dit « Ouais, mais je pense qu'on a un petit problème d'organisation. » C'est là qu'il confie à Joe D. Bégin. « Tu ne peux pas t'occuper un peu de ça. » Et souvent, une défaite comme celle-là est dans un contexte d'organisation électorale, un moment où il faut changer les choses. Et Bégin arrive avec sa philosophie, puis en disant, si je suis capable de vendre des voitures, d'aller gagner des parts de marché, M. Duplessis, qu'est-ce que vous diriez si on faisait la même chose et qu'on allait plus précisément auprès de certains électeurs, puis qu'on allait beaucoup en pub. Là. Donc, c'est un peu comme ça, et ça va se faire un peu à l'élection de 1944, mais avec peu de moyens, parce que là, le parti n'est pas au pouvoir, n'a pas beaucoup de ressources. Mais à partir du moment où ils sont au pouvoir, en 1944, et là, on sait comment on grossit des caisses électorales, on arrive à l'élection de 1948 là, avec la totale. Là, Joe D. Bégin, avec le soutien du grand argentier Martineau. Les fonds sont là. Et là, on déploie une machine de communication là, assez sensationnelle, avec d'ailleurs un rapport, là, si je le mets en termes... C'est vrai que c'est des estimations là, pour ce qui est des données économiques, là, mais on dit que c'était un rapport de 10 par rapport à aujourd'hui, là, parce que c'était pas plafonné, les défenses électorales à l'époque. Donc, l'élection de 56, c'est 9 millions de dollars. C'est une estimation avancée par Conrad Black.
qui équivaut à peu près à 80 millions de dollars aujourd'hui. C'est immense. Alors que le plafond des dépenses électorales au Québec à la dernière élection est à peu près de 8 millions. On est 10 fois plus. Là. Donc, on voit, c'est la démesure, c'est des élections à l'américaine à l'époque de l'Union nationale, alors que les libéraux n'ont absolument pas ces moyens-là. Vraiment, les libéraux vont adopter le modèle de la mise en marché commerciale à partir de l'élection de 60 autour de Jean Lesage. Georges-Émile Lapalme n'aura pas l'équivalent des ressources financières et même professionnelles là, qui vont venir s'ajouter à l'équipe là, de l'Union nationale centralisée. Une autre caractéristique, c'est que les partis politiques, au lieu de faire des élections sur le terrain très, très local, avec des affiches minimalistes où on ne met même pas le nom du parti, on met uniquement le nom du candidat, puis le voisin est là depuis plus longtemps, puis lui va mettre un slogan. Bon, c'est pas très uniforme et c'est surtout pas centralisé. Le changement va faire en sorte qu'on aura une centralisation de la communication, une professionnalisation, des messages cohérents qu'on diffuse à la fois au plan national puis au plan local. Et justement, ce marketing politique-là, le génie de Joe Desbégin, c'est entre autres d'avoir su construire l'image du chef. Et c'est en partie la raison pour laquelle on le connaît toujours aujourd'hui, Duplessis. C'est que, on va s'employer pendant les années 40 et 50 à vraiment construire cette image-là du chef. Et donc, c'est ça, je serais curieux de vous entendre davantage là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette construction-là de l'image du chef? Et est-ce que vous avez aussi des documents à l'appui pour nous en parler davantage? Bien, l'image, il faut voir deux dimensions dans l'image. On construit le récit, donc on raconte qui est Duplessis. Et ça va se faire par des publications. Puis j'en ai une belle qui s'appelle Maurice Duplessis, Grand Canadien, qui est publiée en 1948. Aujourd'hui, on parle de storytelling. Racontez-nous qui sont les politiciens, d'où viennent-ils. On fait ça en 1948 autour de Duplessis. Donc, on dit d'où il vient. Il vient de Trois-Rivières. Son père a été député aussi de Trois-Rivières. Il vient d'une bonne famille catholique. Il était un élève exceptionnel. C'est un jeune parlementaire pugnace, combatif, en chambre, un grand maître de la procédure. Donc, on lui donne toutes sortes d'attributs. Et un chef, un leader. Un leader, on va voir que ça va évoluer. Là. Jeune dans sa carrière, jeune, dynamique, pugnace, un vrai politicien d'une certaine façon. Et, quand il arrive au pouvoir, le chef devient le chef d'État. On va lui donner les attributs bienveillants auprès du Duplessis donne. Sa province, donc bienveillant. Et aussi le chef autonomiste qui défend nos intérêts par rapport à Ottawa. C'est drôle parce que c'est Grand Canadien, c'est un peu paradoxal. Mais là, on voit c'est le nationaliste, oui, par rapport au Québec, mais on accepte que ça se passe dans un cadre fédéral. Là, on n'est pas dans les discussions, je dirais, des années 60 où on a un nationalisme autonomiste. Il faut voir que Duplessis, défendons les champs de compétences du Québec. Oui, Ottawa, on brasse pas mal Ottawa à bien des occasions, mais on accepte que le régime fédéral soit le régime fédéral, qu'on travaille dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est une construction du récit, mais l'image, évidemment, là, contrairement aux vieilles élections où c'était moins personnalisé nécessairement autour du chef. Ça pouvait être des députés locaux là, qui étaient là longtemps, puis Dieu sait qui étaient très présents dans les campagnes. Là, tout est tourné vers le chef. Donc, le chef devient le personnage central. On va choisir sa photo officielle, qui est importante lors des élections. Et il n'y en aura pas 12 photos qui vont circuler là, pour la propagande. Ça va être toujours la même. Si on veut être efficace, il faut avoir la même image qu'on va décliner sur plusieurs supports, dans l'affichage, tout ça. Donc, l'importance de gérer l'image et de rattacher aussi des promesses, des slogans, des mots du marketing commercial, un positionnement, comment on positionne notre chef et comment il est positionné par rapport à l'adversaire, toujours la concurrence. Et là, mais je pense qu'on Duplessis par rapport à Lapalme avait pas mal de la difficulté à se construire une image par rapport à une équipe là, qui soutenait. Et là, on peut dire, est-ce que l'image de Duplessis est une construction qui repose sur rien? C'est toujours ce qu'on peut
poser comme question en communication. Mais je pense que la force de Duplessis, c'est que on en tartinait un peu plus et on nommait, mais c'était pas faux. C'était authentique. Ouais. Duplessis avait ces qualités-là à la base, puis c'était au plan de la communication interpersonnelle, parce que ça aussi, ça joue beaucoup. C'était un personnage qui avait une force extraordinaire de contact avec monsieur, madame, tout le monde, autant à la campagne, autant sur la Grande Allée. Donc, il était à l'aise, peu importe que ce soit avec les ouvriers, les cultivateurs. Et ce n'est pas donné à tous les politiciens, politiciennes d'avoir cette souplesse-là relationnelle. Donc, c'est une grande force de Duplessis aussi, là. Oui, ça participe à la construction de l'image du chef. Mais un autre élément particulièrement important que l'Union nationale va amener aussi dès cette époque-là, c'est le slogan. Aujourd'hui, les médias les surveillent. Lorsqu'on part en campagne électorale, eh bien, on a toujours un billet d'un journaliste qui dit tel parti a adopté tel slogan, tel parti a adopté tel slogan. Mais ça n'allait pas de soi dans les années 50 d'avoir des slogans. Bien, il y en a toujours eu des slogans, là. C'est pas nouveau. Ce qui va arriver, on en a au 19e siècle, mais les slogans sont des slogans d'assemblée. Il faut voir que les anciennes élections, c'est beaucoup des assemblées, des joutes oratoires, c'est de la cabale interpersonnelle, c'est moins du mass médiatique, d'une certaine façon, tel qu'on le connaît. Là, il y a une proximité générale. Donc, les slogans sont un peu opportunistes. Là, on va être à une élection, puis il va y avoir telle thématique, puis on va crier tous ensemble un slogan. Et 3 jours après, on va être dans un autre milieu, puis le slogan va changer. Ce qui devient la force puis qui est très rattaché à la communication et au marketing, on n'aura qu'un seul slogan qu'on va reprendre systématiquement, marteler et le positionner à la fois sur les affiches, à la fois dans les production écrite, dans la publicité. La publicité, il faut voir qu'il y a des pleines pages de publicité dans les médias, ce qu'il n'y avait pas avant la guerre. Quand il y avait des publicités dans les médias, c'était petit encart publicitaire pour dire, écoutez à la radio ce soir M. Duplessis ou le député local. C'était pour annoncer quelque chose. C'était très informatif. C'était pas persuasif. Là. C'était juste pour mettre en relation. Et on n'avait surtout pas des grandes pages de publicité, un peu comme celle que je peux vous montrer, là, qui était Duplessis oriente sa province vers des sommets ici. Là, vers le progrès. Vers le progrès. Et on reprend le slogan. Donc, et là, il y a un symbole aussi, la boussole. Vous voyez, il y a des symboles de com. On est à un autre niveau de raffinement. Je dirais au plan de la com, là, enlevons toutes les promesses, là, parce qu'on va très loin dans le détail. Enlevons ça et on arrive à une formule de publicité qui serait assez moderne, là, avec un symbole, le personnage. La seule photo qu'on peut utiliser en 1956, c'est celle-là. Le bleu. C'est bleu et rouge, l'Union nationale, au départ. Mais de temps en temps, ils oublient le rouge. Je ne sais pas si c'est parce que ça coûte cher ou on est encore assez bleu politiquement. Mais vous voyez, on n'en voit pas tant que ça de la couleur. Il faut être dans des productions qu'on contrôle, là, des dépliants puis des brochures. Mais en publicité, on est surtout dans le noir et blanc. Et surtout, Duplessis donne à sa province. Ah, le slogan. Et il y a un slogan en 2 volets, d'ailleurs. Puis là, il est très court, mais il y a 2 volets. Aux assemblées, on va ajouter le 2e volet. Duplessis donne à la province et les libéraux donnent aux étrangers, eux. Mais on ne peut pas mettre ça dans la pub, c'est trop long. Nous assemblées, on va se faire plaisir, mais dans la pub, on va aller dans la version courte. Et on va retrouver aussi, si je continue, dans les brochures, si je veux être cohérent au niveau du slogan, et la segmentation des marchés, là, parce qu'on va parler à des électeurs à la campagne avec certains messages et aux ouvriers autrement. Duplessis donne à sa province ici une saine législation agricole. Donc, on voit qu'on vise vraiment les agriculteurs. Timbre de poste, ça veut dire que je poste directement dans les foyers, je contrôle ma diffusion. Donc, je la diffuse dans des régions agricoles. J'ai la photo du chef. Toujours la même. Et de temps en temps, je vais peut-être aller un peu plus loin, mettre en valeur mes 3 ministres qui sont vraiment des agriculteurs, pour dire que c'est vrai. C'est pas juste des belles paroles. On a des gens qui viennent
comme ministre de l'Agriculture. Et ici, on n'a pas Duplessis. Et ce que je n'ai pas dit, peut-être, par rapport aussi à l'image de Duplessis, c'est que très rapidement, on va faire le lien avec le drapeau. Duplessis, il y a un symbole qui lui appartient quasiment à l'époque, parce que, bon, il vote le drapeau. On connaît un peu toute l'histoire avec Chaloux, là. Ça venait pas juste de lui. Disons qu'on s'est approprié très rapidement le drapeau et on l'a vraiment tartiné tout le temps, associé à Duplessis. Là, le verso de la brochure, c'est le drapeau du Québec, c'est le drapeau Duplessis et on va le retrouver un peu partout dans les productions de l'Union nationale. Donc, quand on a un chef fort, bien positionné, avec des vertus vendables. D'ailleurs, Joe Débégin disait il se vend bien, le bonhomme. Il avait dit ça, il disait ça dans son entourage, il disait pas ça peut-être directement à M. Duplessis, mais après coup, là, dans une entrevue radio qu'il a donnée en 1977, là, il n'y avait pas de difficulté à mettre en marché, alors que d'autres, parce qu'il a travaillé avec Antonio Barrette. Ça a un peu moins bien tourné dans les années 60, parce qu'Antonio Barrette, c'était peut-être pas le personnage charismatique. Il n'était pas connu. Bon, je pense que ça montre aussi les limites. On ne peut pas construire des vertus d'un personnage alors qu'il n'est pas tout à fait... il ne porte pas très bien les qualités qu'on va lui attribuer. Ça, je pense que c'est une règle de base en com. Et peut-être un autre... élément du marketing qu'on va intégrer, et ça, c'est une force de l'Union nationale, ça se produit beaucoup autour de 48, c'est la pub par l'objet. Donc, on va décliner sur des objets de consommation assez particuliers d'ailleurs. J'ai l'exemple ici on va faire paraître un calendrier en 1956. Donc, il sort en mai. C'est un peu drôle parce que le calendrier, habituellement, on le lance en début d'année. Mais ça veut dire, dans la pensée de Joe Débégin, c'est qu'il y a des élections qui s'en viennent. Là. On distribue dans tous les foyers, aux chefs dans une enveloppe, aux chefs de la famille. Et c'est le calendrier de l'Union nationale avec la photo Duplessis. Photo Duplessis avec le travail, quelques réalisations. Puis on a les écoles. Il commence en mai. Oui, il commence en mai. Les écoles en mai, juin. Juillet, bon, il va avec les écoles. Les hôpitaux devraient suivre, évidemment. La santé, le bien-être social. Donc, vous voyez, c'est un objet qu'on distribue. C'est en couleur. Et en 56, de recevoir vraiment du matériel comme ça chez nous, là, en couleur, c'était pas courant. C'est très moderne. C'est très lié au bien de... un peu qui nous surprennent. On n'est pas dans les moyens classiques. On est dans un casse. Puis, je vais peut-être amener une pièce maîtresse là, dont on parle, c'est le casse-tête. Là. Quand on distribuait via le réseau des écoles un casse-tête à l'image du gouvernement. Donc, je vous le montre monter ici. Là. C'est votre gouvernement. D'ailleurs, ayez un peu l'attention de regarder la signature gouvernementale actuellement du gouvernement Legault. Vous allez voir, c'est votre gouvernement. C'est en 1956, il y a ça sur le casse-tête. et dans sa boîte, sa boîte de livraison, là, on a évidemment la boîte. Et au verso, votre gouvernement, à ce moment-là, on nomme tout le cabinet, le nom des ministres. Et on a des éléments de budget aussi là-dessus, si je me souviens bien. Donc, c'est assez novateur à l'époque. Là. Et il y en aura d'autres. Là. Il y aura des moyens un peu plus... On parle des macarons, là, mais ça existe depuis longtemps, les macarons. Mais là, les macarons, on ne trouvera pas même le mot Union nationale sur les macarons. Ça va être juste Duplessis donne. Duplessis 52, le slogan de 1952, laissons Duplessis continuer son œuvre. Duplessis réalise aussi dans sa personnalité, là, dans la façon de le présenter. Et en 1956, ce qui n'est pas le meilleur, tant qu'à moi, c'est Duplessis, c'est le progrès. Donc, on peut se poser des questions parce que il incarne vraiment le progrès. C'est une autre histoire. Donc, et des petites statuettes. Ça, c'est une statuette qui est produite en 58. Donc, 10 ans pour souligner le 10e anniversaire du drapeau, l'effigie de Duplessis, le visage de Duplessis avec 2 petits drapeaux. Mais on en fait des versions avec des plaques différentes. Donc, Maurice Duplessis reçoit probablement sa caisse. On a la petite statuette Maurice Duplessis. Maurice Bellemare reçoit sa caisse. C'est Duplessis, c'est Maurice Bellemare, votre député. Et on en fait des spécialisés pour chacun des
Toujours dans ministres et l'idée de députés. segmenter le vote puis d'aller chercher justement des électeurs spécifiques. Oui, et puis là, de soutenir le travail même des députés qui reçoivent leurs commettants en disant, ben, regardez, c'est notre chef. Moi, je suis associé au chef et je te donne cet objet-là là, pour le mettre dans ton salon pour voir. Vous voyez, on est dans l'ordre de la relique d'une certaine façon, mais au plan relationnel, c'est très fort. Là, c'est vraiment très fort. Donc, on va nous surprendre à l'Union nationale avec des moyens modernes comme ceux-là qui sortent de l'ordinaire, qui nécessitent des budgets là, assez importants là, aussi. Là. C'est vraiment une machine de communication au Club Renaissance, parce que c'est centralisé à Québec également, où vont se joindre Abbé Jean, qui ne fait pas tout, là, Paul Bouchard, qui, à partir de 1956, va être directeur de la propagande, donc la rédaction des brochures, tout ce qui est discours, tout ça, c'est du Paul Bouchard. Une personne en publicité qui va être l'illustrateur, le concepteur publicitaire, M. Dionne, Jean Dionne, qui est au Club Renaissance, mais ces gens-là ne sont pas là à temps plein nécessairement, là, mais ils sont là lors des campagnes et vraiment vont travailler, soutenir. Et on n'aura pas le pendant aussi professionnel au Parti libéral. Là. Et justement, parlons-en un petit peu du Parti libéral et aussi de la perpétuation en fait de ce marketing-là, si je peux m'exprimer ainsi. Quand est-ce que le Parti libéral se met à la page? Qu'est-ce qui l'amène à se mettre à la page? Et aussi, dans le titre de votre conférence, Duplessis est encore en vie, ses stratégies de marketing électoral aussi. On a vu que certaines de ces pratiques-là avaient toujours cours aujourd'hui, mais en quoi où est-ce que ça a changé? Où est-ce que ça se perpétue? C'est ça. Qu'est-ce qui est encore utilisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Et c'est ça. Quand est-ce que les libéraux, justement, se mettent à la page? Bien, pour peut-être voir le marketing en tant que tel, ce qui change, c'est les technologies. Donc, alors qu'on était limité aux médias de masse traditionnels et beaucoup de médias partisans qui tournent, médias d'information, là, on peut acheter partout, dans tous les médias de l'espace publicitaire. Il y a la radio. On avait déjà exploité du côté de l'Union nationale, mais dans une version moins annonce publicitaire, plus diffusion là, des assemblées. C'est la télé qui va vraiment changer la donne dans les années 60. Et à ce moment-là, plus rapidement, le Parti libéral, quand il va comprendre qu'avec un nouveau chef, Jean Lesage, qu'il faut faire connaître rapidement en fonction de l'élection de 60, on va comprendre dans le cadre de cette élection-là. Et Lesage va vraiment le définir aussi. Il va dire, ben là, je pense qu'il faut passer par la télé. C'est le moyen de communication le plus moderne. On rejoint tout le monde. Et moi, je ne suis pas très bon. Vous allez voir que c'est peut-être une surprise du livre sur Lesage. On pense qu'il était très bon. Oui, il était très bon. C'est ce qu'on en retient. Le chef télégénique, au départ, il y avait beaucoup de difficultés à maîtriser la télévision. C'est nouveau, là. C'était nouveau. C'est un homme né début des 1912 de mémoire, donc un bon tribun à la Chambre des communes à Ottawa, puis avant d'arriver à l'Assemblée législative, mais un peu théâtral, mais on ne fait pas du théâtre à la télé. On crie pas à la télé. Donc, il va avoir besoin d'un conseiller en télévision, donc qui s'appelle Maurice Leroux, qui va l'aider, un ancien réalisateur de la série Le Survenant à la télé, qui va lui dire, à la télé, il faut parler autrement, plus simplement. On est dans le salon des gens. Et il va répéter. Il va devenir vraiment un très bon politicien à la télé, là, l'image qu'on en a retenue. Donc, le Parti libéral entre tardivement, aura un peu plus de moyens pour l'élection de 60, un nouveau chef qu'on fait connaître par la télé. Et là, ils arrivent, ils vont continuer avec ça également. Là. Les partis sont à armes égales en termes de, je dirais, démarche de communication, marketing, je dirais intégré à la politique. Le Parti libéral arrive en 60, formellement, ce qui peut être surprenant. On ne s'attendait pas que ça vienne des Bleus, qui sont réputés moins modernes. Mais il faut voir que le Parti libéral a gagné son autonomie québécoise avec toutes les batailles de M. Lapalme, de séparer Ottawa de Québec, là, de donner une autonomie avec une plateforme aussi électorale que Lapalme va développer. Lesage va vraiment profiter
du passage de La Palme, là, qui se fait battre malheureusement par Duplessis. Là. Mais en termes de structuration du parti politique, là, du Parti libéral, et je pense qu'on était dû pour un changement. C'est le slogan des libéraux, il faut que ça change. En 1960, ça faisait plusieurs années que les libéraux étaient, l'Union nationale était au pouvoir, puis on était peut-être dû pour un changement. Ce qui se passe aussi dans l'histoire politique, là. Je pense que les libéraux avaient été là avant Duplessis pendant presque une quarantaine d'années aussi. Bon, c'est des mouvements de fond aussi. Je pense que la population passe à d'autres choses, mais il faut aider à passer les messages, puis à répondre aux attentes, puis à présenter des chefs qui aussi ont les caractéristiques pour être des chefs d'État. Là. Tout à fait. Et sur ça, eh bien, on va s'en aller en période de 2 questions. C'est ça, un grand merci, M. Lavigne. Ça me fait plaisir. Et donc, pour ceux qui s'intéresseraient à la question, vous pouvez bien sûr lire l'ouvrage de Pierre Berthelot, Duplessis est encore en vie. Vous pouvez également lire l'ouvrage de Alain Lavigne, Duplessis, pièce manquante d'une légende, l'invention du marketing électoral. Si vous vous intéressez au marketing électoral dans les décennies suivantes, vous pouvez vous tourner vers les 2 autres ouvrages d'Alain Lavigne sur Le Sage, le chef télégénique et Bourassa Lévesque, marketing de raison contre marketing de passion. Un grand merci tout le monde. Merci.